Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité du Pharma Group. Ce soir, nous allons aborder une thématique relativement importante qui nous intéresse en tant que professionnels de la santé, parce que nous allons aborder donc la question de la communication, donc la communication entre les médecins et les pharmaciens. Ce soir, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le Dr Jemaï Bedaïd, président du Conseil de l'Ordre des médecins de la région de Batna. Dr Jemaï Bedaïd, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Dr Jemaï Bedaïd, pour évoquer un peu votre biographie, je rappelle que vous êtes médecin, donc allergologue. Vous avez exercé également des activités d'enseignement, autant en génétique qu'en immunologie et en pharmacologie, de 87 à 2006. En matière de publication, vous avez on va remettre le micro. Alors, docteur Jemaï Bedaïd, je rappelle que vous êtes médecin allergologue, président du Conseil de l'Ordre. Vous avez exercé des activités d'enseignement en génétique, en immunologie, en pharmacologie. Vous avez des publications, dont une qui a été indexée au Medline, donc une base de publications scientifiques de référence. Vous avez assisté à la conférence au congrès panarabe de Amman en Jordanie en 2008, où vous avez évoqué l'obligation d'informer, au secret professionnel. Donc une question d'éthique. Vous avez coordonné des recherches en allergologie. Vous avez animé des EPU autant en France, en Algérie qu'au Maroc. Et il y a un élément qui est relativement intéressant dans notre travail. Dans les perspectives à venir, vous préparez un webinaire, donc une web conférence où vous êtes formateur. On en parlera tout à l'heure dans le cadre de la e-santé. Vous préparez un webinaire sur l'ITA, qui est l'immunothérapie allergénique. Vous avez participé à des consensus nationaux en allergologie. Bien renseigné, là. On a fait notre travail. Et vous avez
un parcours autant assez riche, un parcours social, un parcours syndical. Vous avez été scout, vous avez même emmené une délégation, vous avez participé d'une délégation, vous êtes allé jusqu'au Japon. C'est un parcours relativement riche. À l'âge de 15 ans, vos activités ordinales, donc vous avez été non seulement, vous êtes président de la section ordinale des médecins de la région de Batna, mais vous êtes également membre du bureau national, je pense, depuis la création du Conseil de l'ordre. Donc un parcours très riche. Il y a une autre particularité, il faut le signaler, vous avez fait partie de l'équipe de volleyball cadet et vous êtes arrivé en quart de finale. C'est donc un parcours assez riche. Docteur Belaïd, je ne citerai pas vos nombreuses conférences et présentations que vous avez eu à faire, non seulement à travers le pays, mais je vois même à Vienne, à Tizi Ouzou, en Turquie, un certain nombre d'interventions. Donc, ce qui fait de vous un interlocuteur riche pour parler de cette communication médecin-pharmacien. Merci, Dr Kedat. C'est un grand plaisir de me retrouver ici pour parler de la communication entre les pharmaciens et les médecins, qui sont les deux acteurs principaux du système de santé dans du monde. Donc, si le malade est pris en charge par le médecin, la gestion du médicament incombe au pharmacien. Et nécessairement, il y a une liaison qu'il faut établir, donc des communications aussi fréquentes que possible entre le gestionnaire des médicaments et le prescripteur, celui qui examine le malade. Et on voit que cette relation pose des problèmes partout dans le monde, pas seulement dans l'illisibilité des ordonnances, mais il y a bien autre chose. Et actuellement, les prescripteurs ne sont pas seulement des médecins, ça peut être des infirmiers, ça peut être des kinésithérapeutes, ça peut être des sages-femmes. Et le pharmacien est là pour gérer toute cette problématique de santé. Les moyens que se donne notre système de santé doit être bien animé par les deux acteurs principaux que sont justement le pharmacien et le médecin. Tout à fait. Et on est là justement pour en parler. Très bien. Donc, puisque nous abordons le problème de la communication, la première question sera sur, elle pourra paraître évidente, c'est certain, mais dans un but de précision, dans un but cartésien, dans un but scientifique, pourriez-vous nous rappeler la définition et le rôle et l'utilité de l'ordonnance médicale? Comme je le disais, celle-ci est le premier élément de communication entre le prescripteur et le dispensateur. L'ordonnance médicale est très ancienne, mais au fait, l'ordonnance de cours est très ancienne. L'ordonnance médicale date du XXe siècle. Et au fait, c'est un outil qui existe de travail entre le médecin et le pharmacien. Cet outil, au fait, c'est le fait qu'après l'examen, le médecin a besoin de prescrire des médicaments. Et là, il propose au pharmacien, c'est au fait une proposition de soin. D'accord. Donc, une proposition de soin qui peut être ponctuelle, ou bien ça peut être un véritable projet thérapeutique pour la malade qui s'attend sur des années, surtout dans les maladies chroniques. Je note projet thérapeutique. Oui, c'est un élément thérapeutique. Très bien. Alors, dans cette proposition de soin, les textes algériens sont très clairs, que ce soit la loi 97 ou le code de déontologie médicale, il oblige le médecin à une ordonnance lisible. D'accord. Et le pharmacien est en mesure carrément de refuser de servir ou de mettre à la disposition du malade des médicaments dont il n'a pas compris de façon très claire les termes dans l'ordonnance médicale. On va revenir sur le contenu et puis le côté lisibilité. On retiendra que, pour la définir en quelques mots, l'ordonnance, effectivement, c'est la notification, après un examen complet, la notification des soins que propose le médecin pour le malade, via bien sûr le pharmacien. C'est le pharmacien qui va mettre à la disposition du malade ces médicaments, et c'est à lui de gérer toute la problématique donc, que représente l'outil principal de la santé du malade, qui est le médicament. Donc, si j'ai bien compris, l'ordonnance en elle-même, autant la définition, a évolué, qui est passé un certain moment, au début, il y a quelques années, d'un ordre, on dirait, on parlait d'ordre, il est ordonné de prescrire, à un projet, à la rédaction d'un projet thérapeutique. Absolument, absolument. Maintenant, on se rend compte dans les problèmes de l'observance thérapeutique que plus le malade se voit proposer un traitement aussi gentiment que possible, plus il adhère
au traitement. Et cette adhésion est très importante pour l'observance thérapeutique. Tout à fait. Remarquez dans les maladies chroniques, que ce soit en Europe ou même ici dans notre pays, les malades qui ne voient pas venir l'intérêt d'un médicament de façon assez rapide ont tendance à l'oublier et c'est l'inobservance. Et l'inobservance, bien entendu, c'est un échec thérapeutique d'abord et c'est ensuite un échec économique. Parce que c'est des dépéritions d'argent qui vont dans le sens où le malade ne profite pas de façon optimale de la proposition thérapeutique. Et raison pour laquelle, au lieu d'ordonnancer, au lieu d'ordonner aux malades et aux pharmaciens, il vaut mieux proposer un schéma thérapeutique ou proposer un projet thérapeutique. D'accord. Alors, je vais maintenant, on va un peu entrer dans le vif du sujet en rappelant que autant le code de la santé que le code d'ontologie, avec les bonnes pratiques de dispensation des médicaments, stipulent que les pharmaciens sont responsables et doivent évaluer chaque ordonnance avant de pouvoir délivrer un médicament. Il peut arriver parfois que les pharmaciens aient besoin d'informations complémentaires pour satisfaire leurs obligations professionnelles. Il peut s'agir d'informations sur une ordonnance qu'ils n'arrivent pas à bien lire ou des questions sur les posologies, les formes, etc. Quelles recommandations peut-on faire aux pharmaciens pour faciliter le contact avec le prescripteur? Ça, c'est une question relativement importante que nos auditeurs attendent avec beaucoup de vigilance. Il y a deux parties. Il y a une partie d'un travail qui se fait à l'hôpital, dans le public, qui est un peu facile. Le pharmacien du public peut facilement aller carrément chez le praticien et souvent tout à fait. C'est beaucoup plus facile. Mais dans le privé, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que les pharmaciens sont très occupés et les médecins également. Tout à fait. Donc, il faut choisir des conditions assez spéciales, des conditions qui se prêtent justement à la communication. Et là, il faut faire son choix. Je pense que les pharmaciens, en général, connaissent les moments les plus propices, les moments les plus intéressants pour appeler ou pour aller carrément vers, quand c'est important d'aller voir le médecin pour des précisions ou pour apporter, ce n'est pas uniquement pour la lisibilité de l'ordonnance, mais parfois il y a un problème de gestion, de compatibilité de médicaments, etc. Et je pense qu'il faut choisir le bon moment et savoir que autant le pharmacien est très occupé avec ses patients et ses clients, autant le médecin également peut se voir. On va changer la position du micro, mais... Un petit problème technique, on répare tout de suite. Hein, on en profite pour dire que la communication entre pharmacien et médecin est très importante, de la mesure où le malade et la santé du malade est entre les mains de ces deux acteurs du système de santé, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Il est impératif que les deux s'entendent pour proposer un traitement pertinent, un traitement efficace autant qu'on peut à ce malade. Et je pense que si l'un des deux ne fait pas très bien ou a des insuffisances dans la gestion de sa partie qui lui incombe, je pense que ça sera un échec. Et l'échec thérapeutique va être partagé. Alors, je préfère parler de partager plutôt une réussite thérapeutique. Et la réussite thérapeutique, c'est lorsque le médecin écrit visiblement. On verra tout à l'heure, je pense qu'on partira jusqu'au titre, jusqu'à la numérisation de l'acte médical, de prescription. Et enfin, il faut que le pharmacien ait un jugement assez rapide de l'ordonnance et une évaluation assez rapide pour pouvoir demander les précisions adéquates. Et il faut qu'il y ait une adéquation entre le travail que fait le pharmacien et la prescription médicale. Alors, on va essayer d'avoir une idée sur le volume du travail par rapport aux prescriptions. Le docteur Ashq Youssef Chouki, médecin qui a été médecin conseil de la CNAS et qui est actuellement directeur général de la CASNOS, il déclarait en 2010 près de 50 millions d'ordonnances qui avaient été remboursées au cours de l'année. Donc, au cours de l'année. À l'époque, il y avait 28 millions de bénéficiaires, ce qui nous donne un peu moins de 2 ordonnances par année par assuré.
Ça nous donne, ça nous fait évaluer le volume de cette communication. Chaque ordonnance, par les médicaments qu'elle comporte, présente, il est évident, un risque potentiel pour la santé. À votre avis, comment pourrait-on sécuriser la dispensation et quel est le rôle de la communication dans cette sécurisation? Alors, vous verrez où je vais en venir quand je citerai les chiffres canadiens, où c'est 483 millions d'ordonnances qui ont été exécutées en 2010, ce qui donne 14 ordonnances, soit 7 fois plus d'ordonnances que dans notre pays. Donc, il est fort probable qu'avec l'évolution dans notre pays, on se dirige donc vers, au lieu des 2 ordonnances qui existaient à l'époque en 2010, on aille vers 7 fois plus, un volume 7 fois plus important en termes de prescription. Donc, je répète la question, quel est le rôle de la communication dans cette sécurisation? La communication, c'est surtout un problème culturel, et là, un problème d'instruction. Il faudrait que la formation des médecins, que la formation médicale continue, que ce soit celle du médecin ou du pharmacien, soit assez bien faite pour qu'on puisse suivre nous actuellement. Et si l'on voit ce qui se passe dans tous les pays du monde, les pays développés, les ordonnances ne sont plus écrites à la main. Il y a même des textes français qui datent de cette année, du début de l'année. Les ordonnances françaises, maintenant, ne seront plus au stylo. Elles sont encore permises quelque temps, mais je suis persuadé qu'à l'image de l'Espagne, de la Belgique, de l'Allemagne, on va revenir donc à un système où la numérisation est le maître mot. Et je pense que c'est la seule façon de sécuriser, c'est d'obtenir un document où il n'y a pas du tout de faute. Il n'y a aucun. Ça, c'est d'un côté. Alors, pour illustrer cette question, une étude avait été réalisée ici, dans la région, dans la ville de Batna, sur 2200 à laquelle j'avais participé. Sur 2200 prescriptions, il y avait 4% de prescriptions informatisées. 4% et 0,1% qui venaient du secteur hospitalier. Donc, la plupart des ordonnances informatisées venaient du secteur privé. Donc, il y a déjà un travail qui est dans ce sens. Donc, il y a peut-être, ça vous donne une idée à peu près sur le reste du travail qu'il faudrait développer. Il faut savoir également que pour le nombre d'ordonnances, je pense que c'est un peu sous-évalué. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, parce qu'il y a l'autoprescription, parce que les malades se servent directement dans les pharmacies et très souvent se refont les ordonnances. Donc, c'est pour cela que je pense que deux ordonnances par année, par habitant par année, c'est très peu. Très peu. Alors, la médicalisation va augmenter. Actuellement, en France, avec l'âge, à partir de 65 ans, les malades prennent pratiquement plus de 7 médicaments par jour. Plus de 7 médicaments par jour, ce qui n'est pas notre cas chez nous. Mais avec l'âge, avec le vieillissement de la population, je suis sûr qu'on partira vers une hypermédicalisation, une surmédicalisation, et on va avoir bien entendu une gestion très difficile si l'on ne s'y prend pas assez tôt. En plus des effets thérapeutiques néfastes, des side effects, que l'on verra certainement, plus le nombre d'ordonnances augmente, plus les effets secondaires de la plupart des médicaments vont se développer, et on aura à gérer, en plus de ce qu'on gère actuellement, les effets néfastes de la plupart des produits. Alors, dans cette perspective, si on voit ce qui se passe en milieu hospitalier, il y a ce qu'on appelle les commissions médico-pharmaceutiques, qui forment un moyen de communication et d'échange médecins-pharmaciens. Est-ce que vous pensez qu'une telle commission peut s'envisager en dehors du secteur hospitalier, du milieu hospitalier, pour l'appliquer en milieu, dans le secteur privé? Vous êtes président du Conseil de l'Ordre des médecins. Est-ce qu'on pourrait, parce qu'il y a une question qui avait été posée, qui avait été anticipée par une de nos consoeurs, est-ce qu'il est possible d'envisager une connexion entre les deux ordres, autant le Conseil de l'Ordre des médecins que celui des pharmaciens, pour envisager un tel travail? Absolument, absolument. J'étais très content, j'ai assisté d'un atelier à l'Académie algérienne d'allergologie tout récemment, et j'ai eu le plaisir d'avoir parmi les participants presque autant de médecins que de pharmaciens en formation. Et je pense que ce sont des traditions qu'il faut développer par le biais des associations, c'est essayer de créer un climat médico-pharmaceutique, déjà durant les études et même après. Et rien n'interdit à des médecins de se réunir avec des pharmaciens
pour parler de ces problèmes-là. Et c'est justement le début de la communication dont on veut parler aujourd'hui. Très bien. Bien entendu, on peut développer ça aussi par le biais d'éthique, ce qui serait encore plus rapide et plus facile à réaliser si chacun de nous se met à dissenter. Y mettre du sien, tout à fait. D'accord. Donc, on le voit aussi, parce que ça va introduire la question suivante. Il existe un certain nombre de forums, les pharmaciens sont adeptes des réseaux sociaux, et puis il y a un certain nombre de forums, ils sont nombreux d'ailleurs, dédiés au déchiffrage et à l'analyse d'ordonnances. Donc, ça témoigne quelque part des difficultés de lecture de certaines ordonnances où les pharmaciens se font appel entre eux. Que pensez-vous de l'apport de la e-santé en général et de la mise en place de l'ordonnance électronique aux USA, par exemple, comme le modèle américain, par exemple? On doit se mettre à l'électronique, on doit se mettre à l'informatique, on doit se mettre à l'e-santé, au e-learning, on doit se mettre à la télémédecine. C'est une obligation. Actuellement, tout doit se faire de cette façon-là. Il y a même des images de dermatoses qui sont envoyées à des confrères à nous en Europe pour nous donner des diagnostics. C'est très facile. Par technique d'éthique, également en radiologie, ça se fait de façon très courante, pas la réalisation de l'acte radiologique, mais l'interprétation. Au niveau d'interprétation, les images voyagent très facilement et on peut avoir un diagnostic partagé outre-Atlantique ou outre-Méditerranée de façon assez facile. Donc les médecins doivent d'abord apprendre l'informatique, les pharmaciens également, et c'est vrai, je le dis, tout à fait. Le nombre de médecins qui ont des ordinateurs ou qui arrivent à communiquer par des mails, quand même, ne sont pas très nombreux, c'est assez peu nombreux, et c'est dommage. C'est de cette façon-là que c'est un mouvement culturel, et si on veut suivre ce qui se passe partout dans le monde, il faut faire de la e-santé. Alors, vous dites que c'est un mouvement culturel, effectivement, on parle de e-santé parce que maintenant, il n'y a plus de frontières avec les échanges d'informations qui se font en l'occurrence par l'Internet. Donc, la e-santé qui, dans son expression, ce sera l'objet de la question suivante, son expression la plus simple va du simple échange échange de mails, échange d'informations. Nous sommes en train de faire de la e-santé, puisque nous diffusons de l'information de e-santé. Donc, la e-santé peut être perçue comme un moyen d'améliorer les performances et de sécuriser les soins. On peut ainsi rappeler ce que préconisait l'OMS, qui incitait les États à avoir davantage recours à des dispositifs de e-learning. C'est ce que vous préparez pour le premier trimestre 2018 à travers les webinars. Donc, l'OMS qui préconise les dispositifs d'e-learning pour les étudiants en médecine comme pour les professionnels déjà en exercice. Alors, la question est la suivante. Dans un contexte où on espère qu'avec la future loi sanitaire qui envisage d'introduire l'éducation thérapeutique du patient de manière générale et en particulier pour le pharmacien d'officine qui va nécessiter des formations, donc, on espère que cela se fera à travers le e-learning. Quelle peut être la place pour le numérique et les TIC dans la coordination des soins dans notre pays? C'est envisageable. J'espère que dans le Code de la santé qui est en discussion actuellement à l'APM, je pense qu'il va y avoir une grande. Il faut bien élever la voix. Pas seulement pour les médecins et les pharmaciens, mais également pour les autres acteurs de la santé. C'est vrai que dans le centre, il y a le malade, le médecin et le pharmacien, mais également gravitent autour des acteurs non moins importants, qui sont donc les infirmiers, les kinésithérapeutes, les biologistes, les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. Tout ce beau monde doit se mettre à l'informatique et doit se mettre à l'actualisation des connaissances en essayant de faire en sorte que la faculté vient chez lui, à la maison, et ce n'est pas à lui de se déplacer vers la faculté. Alors, je note, j'apprécie. Je sais que ça va faire plaisir aux pharmaciens. Dans la perspective de la future loi sanitaire, ces formations se feront donc à domicile grâce donc à la e-santé, en l'occurrence via les formations de e-learning. Donc déjà, les pharmaciens vont être rassurés parce qu'ils n'auront plus à retourner sur les bancs de la fac, etc. Ils pourront suivre, je devine que ce peut être ou des formations en temps réel ou alors des formations qui peuvent être suivies en différé, certainement.
en différé. Donc, ça va rassurer les pharmaciens et ça va lever des éléments bloquants, des blocages qu'ils pouvaient présenter auparavant. Ce qui n'empêche pas les confrontations physiques, Oui. médico-pharmaceutiques, des réunions de médecins avec des pharmaciens dans les différentes disciplines. Et je vois maintenant dans ce que j'ai vu cette fois-ci à l'Académie d'allergologie, qu'il y a beaucoup d'étudiants de pharmacie qui font de l'immunologie clinique, Oui. qui font de la biologie, qui font de la biologie moléculaire. Et c'est très intéressant de voir que dans un même théâtre du système de santé algérien se développent maintenant autant de compétences d'origine pharmaceutique, d'origine médicale, qui se retrouvent au service du malade et au service du système de santé algérien. Ça renforce, ça vient renforcer effectivement ces liens qui avaient tendance un peu à disparaître. Donc, très bien. Donc, on reste toujours dans le cadre de la e-santé. Dans quelles conditions la e-santé pourrait se développer dans notre pays? Je fais allusion au texte juridique, à l'adhésion des professionnels de santé, aux mentalités, un peu la partie culturelle, à la formation, etc. Au niveau juridique, au niveau judiciaire, je dirais, l'acte médical, c'est du papier, c'est le papier. Le certificat médical, c'est le papier. Alors que maintenant, on voit que beaucoup de pays donc en Europe, c'est numérisé et il n'y a pas de prescription sur papier, il n'y a pas d'attestation sur papier. Tout se fait, tout se déplace à travers l'équivalent de la carte Chifa, donc les cartes vitales en France. Vous avez tout là-dedans, vous avez la partie pharmacien, la partie médicale, la partie administrative de la carte, et ceci se déplace de façon assez aisée. Donc il faudrait que la législation change et que l'acte médical ne soit pas uniquement un acte qui doit être accouché sur papier, mais ça peut être un acte qui peut être suivi par le biais d'éthique, par le biais de documents des TIC, numérisés. Hein, d'accord, ok. Voilà. Donc, les médecins et pharmaciens sont donc amenés à communiquer, mais aussi, bien sûr, à collaborer. Les experts faisaient l'observation suivante. Nous ne sommes pas dans un système de santé, nous sommes plus dans un système de soins. Ouais. C'est-à-dire que, malheureusement, on limite nos activités nos activités à des activités de soins, les consultations pour le prescripteur ou alors la remise de médicaments, alors qu'on manque un peu d'anticipation des événements, de planification de projets. Donc, une communication respectueuse, ouverte, coopérative et opportune, il est dit que ça peut optimiser les soins aux patients. Quelles sont les conditions nécessaires à la réalisation d'une telle communication? C'est vrai que le pharmacien, le côté économique lui incombe et il est au centre de tous les intérêts, cela va de soi. Mais dans le système actuel de rémunération du pharmacien basé uniquement sur une opération de financement. Et malheureusement, si on continue comme ça, on peut aisément remplacer le pharmacien par un robot, si c'est uniquement la distribution des médicaments. Donc, il faut aller au-delà d'un système de soins et aller vers un système de santé, c'est-à-dire la prise en charge, au même titre que le médecin, de la maladie du patient. Et ceci passe, bien entendu, par une... Et j'insiste sur la confrontation physique, médecin-pharmacien, par le biais... Confrontation, on s'entend confrontation intellectuelle. Confrontation intellectuelle, bien entendu. Je n'insiste pas à la bagarre, bien entendu. Je souhaiterais que, par exemple, dans l'enseignement post-universitaire, qu'il y ait autant dans la salle, autant de médecins que de pharmaciens. Très bien. Et le côté thérapeutique qui est très mal pris en charge actuellement, c'est parce que justement, il n'y a pas de pharmacien présent lorsque les médecins discutent thérapeutique. Très bien. Oui. Et ça serait très intéressant qu'au niveau du CHU, qu'au niveau du secteur sanitaire, que le médecin participe à part entière de la gestion de la dernière partie de l'acte médical qui est la prise en charge thérapeutique. Et je pense que les laboratoires pourront mettre à la disposition, tous les laboratoires, pourront mettre à la disposition des deux enseignants, donc le côté pharmacien, le côté pharmaceutique et le côté médical, la prise en charge des pathologies. Très bien, d'accord. Et que ceci n'incombe plus uniquement aux médecins. Donc là, on est en train de voir un système qui se développe où il y a d'un côté le médecin et de l'autre côté, vous avez uniquement la vente du produit et c'est dommage. C'est dommage, oui. Voilà, ça c'est vraiment prendre le pharmacien pour uniquement celui qui va mettre à la disposition du médecin le médicament. C'est complètement faux parce qu'il y a une évaluation du côté thérapeutique qui doit se faire par le pharmacien. Alors, je vais quand même un peu vous rassurer. Il y a une prise de conscience qui se fait de la part des pharmaciens.
parce qu'ils ont lancé depuis quelques années la réflexion en lien avec, c'est pas une réflexion typiquement algérienne, c'est par rapport au contexte international, en l'occurrence les recommandations OMS. Cette réflexion, c'est une réflexion sur la mise en place de nouvelles missions pour le pharmacien qui seraient déconnectées du marché strictement commercial. L'avantage est conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire que le pharmacien aurait des missions, il s'impliquerait davantage, qui n'auraient rien à voir avec l'aspect économique de la question, mais ce serait une implication directe. On cite par exemple la préparation de la dose administrée, par exemple l'éducation thérapeutique dont on parlait tout à l'heure, le suivi des patients, etc., selon des protocoles, des processus, avec bien sûr ces nouvelles missions se basent sur des résultats australiens qui ont été pris en référence par l'OMS, qui dit qu'un pharmacien formé et rémunéré sur les soins pharmaceutiques, donc on parle de soins pharmaceutiques, génère pour les pouvoirs publics 6 fois plus d'économies qu'un groupe témoin de pharmaciens non formés, non rémunérés. En extrapolant ces données, les gains générés, il est apparu que pour chaque dinar investi par l'État dans le pharmacien, ça lui ferait économiser 4 dinars. Donc on voit indéniablement le rôle du pharmacien. Et parmi les rôles du pharmacien, c'est la question suivante, c'est le modèle canadien qui ont adopté une forme de communication pharmacien-médecin en formalisant l'opinion pharmaceutique, qui est également une des missions du pharmacien. Alors, c'est un imprimé type qui sert de bulletin de liaison où le pharmacien qui a relevé une information pertinente, une interaction médicale, une anomalie, une interaction médicamenteuse, une anomalie dans la posologie, etc., rédige son opinion, qu'il renvoie ainsi au prescripteur, lequel est amené à se prononcer sur l'opinion émise. Cet acte, alors le pharmacien doit y ajouter les arguments de référence qu'il a utilisés et cet acte peut être rémunéré, comme je vous le disais, dans le cadre de la sécurité sociale, comme mission. Pensez-vous que nous puissions mettre en place un système similaire dans notre pays? Si oui, comment? Ou sinon, pourquoi? Toujours, c'est la confrontation. Parce que l'opinion pharmaceutique, c'est quoi? C'est confronter la lecture de l'ordonnance par le pharmacien au travail émis par la source qui est le médecin. Très bien. Et l'idéal, c'est de confronter les deux et que chaque ordonnance, maintenant, doit être évaluée par le pharmacien et le médecin. Oui. Donc, l'acte médical commence chez le médecin. Le dernier acte médical, au fait, c'est l'acte pharmaceutique, l'acte médical de soins et de prise en charge de la santé du malade, se termine chez le pharmacien et il est très important que le pharmacien fasse une lecture et une évaluation aussi prompte, aussi rapide que possible pour faire profiter le malade des soins optimaux. Très bien, très bien. Alors, j'aime toujours revenir sur le Centre national de pharmacovigilance, qu'on a un peu tendance à oublier, qui a fait des recommandations sur l'organisation d'un cadre de concertation, qui recommande l'organisation d'un cadre de concertation partenariat entre les médecins, les pharmaciens, l'administration et les gestionnaires. Un cadre de type CPT, qui est le comité pharmaceutique et thérapeutique, tel que décrit par l'OMS. Ceci devrait permettre une meilleure circulation de l'information. Donc, peut-on envisager un tel cadre, le CPT, et si oui, dans quelles conditions? En termes de formation, en termes de technicité, en termes de mesures incitatives? Dans le public, ça ne pose aucun problème, bien entendu. Évidemment, c'est dans le secteur privé que cela pose des problèmes, parce que chacun a un emploi du temps assez serré, que ce soit le pharmacien ou la gestion de sa pharmacie, ou le médecin. Il est difficile de proposer quelque chose qui ressemble à une confrontation ou une opinion qui aille du pharmacien vers le médecin. Sauf si on s'y met sérieusement, toujours par la e-santé. D'accord. Alors, maintenant, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission, concrètement, si vous receviez, quel coup de téléphone souhaiteriez-vous recevoir? Quel type de communication souhaiteriez-vous recevoir de la part du pharmacien? Si vous aviez un conseil à donner aux pharmaciens lorsqu'ils appellent le prescripteur pour avoir une information. On sait que dans votre pratique, je sais que vous avez les patients, vous avez
un certain nombre de contraintes, comme le médecin, donc comme le pharmacien. Donc, quels conseils pourriez-vous donner, au moins pour la communication téléphonique? Alors, pour les praticiens médicaux, je donnerai le conseil suivant, essayez d'écrire très lisiblement pour convaincre quand un pharmacien vous appelle, ce n'est pas pour le griffonnage, pas pour la lisibilité. Ouais. Au moins, qu'il vous parle plutôt de posologie ou d'incompatibilité médicamenteuse ou d'autres domaines de la pharmacologie. Mais En particulier quand il y a des ruptures. Hein. Ou quand il y a des ruptures, ou quand il y a un arrivage de produits, ou quand il y a des produits dont vous ne connaissez pas l'arrivée, ça serait intéressant que le pharmacien appelle à des heures en dehors des heures de travail. Ce qui est une gymnastique difficile, un exercice difficile. Par contre, s'il le fait pendant les heures de travail, il faut qu'il choisisse en fonction, il faut qu'il connaisse à qui il parle. Parce que quand on est dans un quartier, qu'on a 3 pharmaciens, en général, moi je sais, j'aurais été pharmacien, je saurais comment parler aux uns et aux autres. Chacun, à chaque médecin. Chacun. Au premier, je dirais salam alaikum. Au deuxième, je dirais bonjour, hein, parce qu'il y a des médecins qui sont assez spéciaux. Oui. Et il faut savoir les aborder et leur dire j'en ai que pour 10 secondes. C'est à propos d'un malade à qui vous avez prescrit un médicament, un tel, etc. Il a 15 ans, c'est tel nom, tel prénom. Mais il faut être vraiment travail court. Parce que dans la pharmacie, vous êtes pris de court chaque fois quand vous avez énormément de clients. Le médecin, c'est la même chose. Quand il a 3 ou 4 patients qui attendent dans le couloir et les salles d'attente sont remplies, il a intérêt à terminer le plus vite possible pour ne pas se faire engueuler. Et si le pharmacien l'appelle, il faut vraiment que ça se passe en quelques secondes. Il faut être court et concis, bien préparer Exactement. la question, bien préparer l'argumentaire. Il y a des formules très souples. Je suppose qu'on peut faire une simulation, vous et moi. Bonjour docteur, j'ai sous les yeux l'ordonnance de l'un de vos patients. Un tel, âgé de, il est venu à votre consultation à telle heure. Voilà, il me semble lire tel produit. Pourriez-vous me le confirmer? Par exemple, est-ce que ça peut passer? Parlez aussi du fax. Docteur, s'il vous plaît, ça va vous prendre 10 secondes. Je vais vous envoyer par fax le 3e médicament, je n'arrive pas à le lire. Oui. D'accord. Je pense que ça se passera. C'est encore plus concis. Avec le fax, c'est assez facile. Bien entendu, s'il y avait des échanges de mails, ça sera encore plus facile. Mais ce qui est important, c'est que le pharmacien doit donner sa réponse au malade très rapidement et que le médecin doit répondre au pharmacien aussi rapidement possible. Et c'est là où justement, que ce soit ici ou partout dans le monde, en France, partout, on parle de ces ordonnances illisibles et des problèmes qui peuvent générer ces ordonnances. Parfois, l'acte médical, l'acte pharmaceutique peut être fatal au malade. Ça s'est passé, il y a des duos de drogues qui se ressemblent énormément. On en a dans la littérature. Il y a beaucoup de mots. Il y a au moins une centaine de duos qui sont colligés. C'est-à-dire que vous avez un terme qui est écrit comme un autre terme et ça prête à confusion et ça peut se terminer fatalement. D'accord. C'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir coopérer de façon gentille, de façon interactive entre le médecin et le pharmacien pour que le malade en profite de façon optimale. Alors, on va s'accorder, si vous permettez, Monsieur le Président, quelques minutes pour répondre à quelques questions de nos spectateurs. Alors, il y en a une, Hafida Mobrouk, qui pose la question suivante. Souvent, les médecins nous répondent sous prétexte qu'ils consultent un malade. Donc, il y a les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure. Ok. Alors, on va essayer de voir. Laissez les coordonnées. Dans ces cas-là, je propose aux pharmaciens de ces coordonnées. Moi, je rappelle les pharmaciens aussi vite que je peux. Dès que je termine donc, de voir un malade, je rappelle. Donc, laissez le coordonnées. Alors, il y a une question de Omar Ou par Lechari. SMS. Il y a une question de Omar Lechari d'El-Oued. Votre avis sur les prescriptions massives des médicaments qui ne figurent pas sur la liste de la nomenclature nationale? Des prescriptions. Ça dépend des spécialités. Ça dépend des spécialités, effectivement. Il y a des... En rappelant que le médecin a l'obligation de ne prescrire que les médicaments qui figurent sur la nomenclature nationale. C'est dans ce contexte. C'est difficile. Difficile. Je peux dire que si la personne parle des produits en allergologie, par exemple, dans mon domaine, il y a des allergènes qui ne sont pas dans la liste algérienne et qui sont pourtant indispensables, sont pris en charge. Et si un malade est allergique au pollen d'olivier, je ne vais pas lui prescrire du graminé, ça ne marchera pas. Donc nécessairement, je dois prescrire un produit. Sur une prescription, sur une ordonnance indépendante. Sur une ordonnance indépendante. D'accord. Alors, une question de Abdelhamid Younes. Le santé n'est pas la télémédecine. Si,
Si, une la forme de télémédecine fait partie de l'e-santé. Oui. La e-santé fait partie de la télémédecine. La télémédecine La télémédecine fait partie de l'e-santé. La télémédecine fait partie de l'e-santé. OK. Ensuite, d'autres questions. Je remonte parce que le fil de discussion est. Alors, pensez-vous qu'à l'état actuel, nos deux conseils de l'ordre pourraient mettre en place des réunions de concertation pluridisciplinaires dont l'objectif est d'élaborer des recommandations locales pour une meilleure prise en charge des malades ou alors pour la revue des cas d'erreurs médicamenteuses, loin des jugements de valeur sur la compétence des uns et des autres, mais en vue de les éviter à l'avenir, à l'instar de ce qui se passe ailleurs? Oui, ce n'est pas la préoccupation essentielle du Conseil de l'ordre, parce que le Conseil de l'ordre, c'est quand même une instance disciplinaire. Mais il y a deux ou trois articles. Je citerai l'article 15 et l'article 17 du Code de déontologie médicale, qui incite à la formation médicale continue, qui incite à la mise à jour des recommandations. Je pense que de ce côté-là, ça serait très intéressant qu'on dégage une équipe à l'intérieur du Conseil de l'ordre qui travaille dans la formation médicale continue avec les associations. Très bien. Alors, une autre question. Dans le domaine de l'éducation thérapeutique, donc on en parlait tout à l'heure par rapport à la future loi sanitaire des malades, est-ce que le Conseil de l'ordre des médecins de Batna est impliqué dans l'organisation de programmes de TP, c'est-à-dire l'organisation d'ateliers avec des groupes de malades qui ont la même pathologie, bon, certainement pathologie diabétique oui, ou l'asthme. On a essayé avec les asthmatiques, on leur a donné même les moyens, le local du Conseil de l'ordre de Batna pour se réunir. On est capable on accepte de le faire pour toute équipe qui veut se lancer dans la prise en charge des pathologies des malades. Ce serait très intéressant. Alors, autre question. Pensez-vous que l'implication des officinaux dans la prise en charge des problèmes de santé mineurs constitue une ingérence des officinaux dans le métier des médecins? Pas du tout. Question intéressante. Franchement, pas du tout. Il faut savoir, il faut se référer à tous les textes existants dans les pays développés. Et je citerai notamment le Canada, où les pharmaciens s'ingèrent dans les soins des malades de façon vraiment intensive. Et pour le bonheur du malade et pour le bonheur également des médecins, je le répète, qui du côté pharmacologique et du côté thérapeutique ne prennent pas en charge très bien les problèmes. Et ça serait très intéressant qu'il y ait tout le temps des confrontations médico-pharmaceutiques, je le répète. Très bien. Alors, une autre question en lien avec la formation continue. Est-il envisageable, toujours en collaboration avec le Conseil de l'ordre des pharmaciens, de préparer des cycles de formation pour les officinaux dispensés par des médecins dans le domaine de la sémiologie médicale, de la prise en charge des problèmes de santé mineurs en officine, l'identification de l'urgence médicale en officine et l'orientation vers des services de soins spécialisés? Nous avons l'exemple du cycle de formation payant qu'a organisé le département de médecine d'Annaba pour les pharmaciens d'officine de Skikda qui ont été plutôt satisfaits. Absolument. C'est des expériences à renouveler, c'est des expériences à poursuivre pour les gens qui ont commencé à les faire. C'est très intéressant et je répète que l'idéal, c'est que la formation soit commune dans certains domaines, entre les médecins et les pharmaciens. Qu'il n'y ait pas de divorce entre les deux. L'un prenant sa sémiologie sans vraiment la lâcher et l'autre prenant son médicament et ne gérant que son médicament. Non, il y a le malade qui doit être bien vu par les deux et qui doit être bien pris en charge par les deux. Même si le médicament incombe plutôt au pharmacien qu'au médecin. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Dr Belaïd, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et de nous avoir éclairé un peu sur cette communication en espérant à une nouvelle édition. Et le Conseil de l'ordre est là pour les éclairer si le désir. Dr Belaïd, je vous remercie.